Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui on va parler de Batman Catwoman. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais Oz? C'est pas un bouquin urbain. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fumé bordel de merde? Calmez-vous. J'ai acheté ce truc-là il y a 10 ans, en 2013. C'était une de mes toutes premières lectures. 2013, ça a été une très grande année pour moi dans ma découverte de cet univers que sont les comics. D'ici, je connais depuis que je suis gamin, depuis la série animée de Batman, les films de Tim Burton et tout le tintouin, mais les comics, je ne les ai découverts vraiment qu'en 2013. Donc, à l'époque, je me suis intéressé à ce monde et j'ai acheté des trucs comme ça sur internet parce qu'il y a Catwoman dans le titre et c'était déjà un personnage qui m'intéressait. Et puis 2013, j'ai également, eh bien, découvert l'existence d'Urban Comics en foutant les pieds dans un Cultura. Je me rappelle, Urban Comics n'avait qu'un an d'existence à l'époque et pourtant déjà ils inondaient les étals, ils inondaient les stands des rayons comics des librairies ou des magasins culturels avec leur couverture noire. Là, bam, putain, ça pétait avec des noms sur la tranche qui faisaient saliver: Green Lantern, Aquaman, Green Arrow, Superman évidemment. Euh, Beaucoup de personnages que je ne connaissais que de nom, mais qui me passionnaient quand même, tu vois, que j'avais vraiment envie de découvrir et je savais pas où donner de la tête, j'y connaissais rien moi à l'époque, hein. Et, et je me t'ai dirigé naturellement vers Catwoman, Catwoman New 52, les deux premiers tomes. C'est mon premier achat en termes de comics. Ce sont les deux premiers bouquins qui ont inauguré ma collection urbaine. Ouais. Et puis la même année, en 2013, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'avait offert un long Halloween, toujours en collection Urban Comics. Mais avant ça, avant de connaître Urban, eh ben, j'achetais 2-3 bouquins sur Internet. J'avais acheté ça, j'avais acheté aussi un peu de VO. J'avais acheté de Killing Joke en TP VO. Magnifique TPB d'ailleurs, que j'ai filé à un de mes meilleurs potes. J'avais acheté le Batman Year One de Miller et Mazzucchelli également en VO. Et puis voilà, c'est pareil, c'est des bouquins que j'ai remplacés par les éditions Urban, quoi. Et donc ça, voilà, magnifique couverture blanche qui a jauni, hein, ça témoigne de l'âge de ce bouquin. D'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que j'écoutais dernièrement avec comme invité le mec qui s'est occupé des éditions Glénat Comics. Et le mec t'expliquait que pour Glénat Comics, le choix des couvertures blanches était une des pires décisions qu'il avait prises en fait, parce qu'il se rendait compte avec le temps que ça jaunissait. Alors heureusement que j'ai pas une collection Glénat Comics, parce que ça c'est le genre de truc qui pourrait me faire péter un câble et me faire m'ouvrir les veines, hein. Batman et Catwoman ne tuera point. Trail of the Gun pour ce qui est de la VO. C'est une mini-série en 2 épisodes, sortie en 2004, scénarisée par Ann Nocenti. Encore elle? Alors Ann Nocenti, pourquoi je dis encore elle? Tout simplement parce que c'est la scénariste de Catwoman New 52. Tout revient à Catwoman New 52. Scénarisée par Ann Nocenti et dessinée par Ivan Van Sciver. Voilà, et donc ça date de 2004. Et en 2004, Ivan Van Sciver, bam! C'est la putain de branlée, les petits gars. C'est incroyable. Ça coûtait 10 balles à l'époque. J'aime bien parce que c'est 10 € sur la couverture et c'est marqué prix conseillé en Belgique 10,35 €. J'imagine qu'en Belgique, ils n'ont pas la même loi que nous sur le prix unique du livre. Quoi qu'il arrive, j'avais payé ça 10 balles en neuf. Donc TP souple, hein, avec les petits rabats pardon, pour marquer la page. Et d'ailleurs, en termes de marque-page, on a ici un marque-page détachable. Voilà. J'aime bien ce genre de petite attention pour les lecteurs. Et aujourd'hui, j'ai regardé, vous pouvez encore vous le procurer entre 7 et 8 € en occasion. Donc voilà. Excellente lecture. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Parce que là, je vous vends le truc, mais on va pas dans le fond. Kat se réveille entourée de cadavres sur le sol froid d'un magasin de jouets. Voilà, il y a plein de mecs qui sont complètement morts, complètement raides autour d'elle, criblés de balles, dans une mare de sang, et elle ne se souvient plus de rien. Alors, elle prend ses jambes à son cou pour se réfugier dans son petit appartement de banlieue, parmi ses chats. Elle allume la télé, et là, qu'est-ce qu'elle voit à la télé? Eh ben, elle voit qu'elle est la personne la plus recherchée du pays, parce qu'on l'accuse de ce massacre. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, j'aime beaucoup le fait qu'en fait, elle ait du maquillage autour des yeux quand elle enlève son masque. Je trouve ça super stylé, ça lui donne un petit côté gothique. D'autant plus qu'elle laisse s'échapper quelques larmes ou de la sueur, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, ça fait couler le mascara et putain, ça m'excite. Ah, les gothiques, moi j'ai toujours eu un faible pour, hein. Bref, donc voilà, elle se rend compte de par les médias qu'elle est la personne la plus recherchée du pays et qu'elle est accusée de ce massacre, quoi.
Qu'est-ce qu'elle foutait dans ce magasin de jouets entouré de tous ces gugus, bordel de merde? Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous réduits à l'état de charpie? Ça, elle va essayer de se le remémorer et afin de se faire disculper, afin de se faire innocenter, elle va embaucher, entre guillemets, un journaliste auquel elle va confier tout ce dont elle se souvient. L'histoire commence à Gotham City, lorsque le milieu du crime organisé, avant qu'une nouvelle arme arrive sur le marché, en fait. Voilà. Une arme unique, un exemplaire, qui s'appelle l'infaillible et qui a pour réputation de ne louper aucune de ses cibles. Puisqu'en réalité, c'est une arme qui tire des munitions à tête chercheuse, des balles à tête chercheuse qui foncent directement sur les sources de chaleur les plus proches, en fait. Ce sont des balles à, comment dire, thermiques, en fait, quoi. Voilà. Et évidemment, ça marche pas pour celui qui tient l'arme, parce que sinon ce serait de la merde, tu vois. Donc en fait, si tu tires en l'air, les balles retombent et elles vont directement dans les gugus qui sont à côté. Bam, 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 bam. D'ailleurs, il y a une petite démonstration ici en nature. Et donc forcément, tout le monde est attiré par ce truc. Tout le monde. Le GCPD, le FBI, voilà, toutes les autorités qui se mettent en branle pour récupérer le flingue avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Et évidemment, la pègre, voilà. Puisque qui mettrait la main sur l'infaillible, demain gouvernerait Gotham d'une main de fer, sans partage. Régnerait sur le crime organisé, bordel de merde. Donc voilà, c'est la course-poursuite pour savoir qui aura le flingue en premier. Il y a 2 équipes de braqueurs qui se montent. L'une menée par Selina Kyle forcément, donc elle va recruter 2-3 personnes autour d'elle, afin de récupérer le flingue avant les autres. Et il y a une autre équipe de braqueurs qui se monte en concurrence, qui est menée pour le coup par une légende vivante du braquage, Pike Peavy, qui est dépeint ici comme, ben voilà, comme une légende du braquage, quoi. Et on a notre petit Batman qui évidemment est intéressé par le sujet et qui va utiliser Catwoman afin lui aussi de récupérer l'arme parce que lui veut la détruire. Lui n'a aucun intérêt à ce qu'elle tombe entre de mauvaises mains, justement. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est le fait qu'ici, Batman reste Batman. On n'est pas sur du Bruce Wayne, on n'est pas déjà sur une lecture Batman, il faut bien le comprendre. C'est marqué Batman et Catwoman dans le titre, mais ça n'a aucun putain de sens. Ils auraient dû faire l'inverse, marquer Catwoman et Batman. En fait, c'est comme quand tu achètes, je sais pas, une boîte de Pringles. En fait, quand tu regardes la liste des ingrédients, c'est marqué sel en premier parce que c'est un tas de sel ce que tu es en train de bouffer. En fait, il y a plus de sel que de patates en fait. Voilà. Et ben là, c'est pareil, tu vois. Là, ça devrait être marqué Catwoman avant Batman parce qu'il y a plus de Catwoman que de Batman dans le bouquin. Et moi, j'aime beaucoup ce traitement de Batman. Parce qu'il reste dans l'ombre, il intervient par moments, genre tu te retournes et hop, il est là. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe. Catwoman se retourne et hop, il est là dans l'ombre, il l'attendait, il la guettait. Ça fait penser un peu à GCPD. J'aime bien quand on voit Batman de cette manière. Quand on ne le suit pas finalement, lorsqu'il disparaît sous nos yeux. Et on a... Alors au niveau de la caractérisation, c'est du tout bon, que ce soit pour Bat, qui est vraiment cette créature sauvage dans l'ombre qui attend et qui utilise Catwoman, bien qu'on sent que ça va au-delà, il a quand même des sentiments pour elle, on le comprend, mais il reste hyper professionnel avant tout. Il se laisse pas envahir par ses émotions en fait quand il voit Catwoman dans sa petite tenue là, sexy bordel de merde. En plus regardez-moi cette tenue, elle est magnifique. C'est un mélange entre celle de Bruce Timm de la série animée et celle du long Halloween. Donc on est resté sur le gris pour le code couleur, mais par contre on retrouve les oreilles pointues de cette manière-là. Oui, vous savez que moi les oreilles c'est une grande histoire, les petits gars, j'ai fait un bac DUT plus 7 sur les oreilles et les moustaches. Voilà, façon un long Halloween, et j'aime beaucoup, elle est sexy, elle est sauvage, elle est, ah là là. Elle est indomptable bordel, elle est indomptable. Tu sens qu'il faut pas l'approcher de trop près, sinon tu repars avec une trace de griffure sur la gueule, quoi. Donc, on a une relation qui est parfaitement définie entre Batman et Catwoman, qui respecte les canons, qui respecte tout ce qu'on sait concernant leur relation. Batman qui d'un côté utilise Catwoman, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt, qui éprouve quand même beaucoup d'intérêt pour elle. Et puis elle également, tu sens que voilà, il y a un petit truc pour Batman quand même, parce que lui aussi est sexy, cette tablette de chocolat qui transparaît malgré cette épaisse cuirasse. Et puis voilà. Tu sens qu'elle est séduite, mais elle aussi, elle reste professionnelle avant tout, parce que finalement, la moralité, elle en a un peu rien à foutre. C'est Catwoman, elle, c'est le sens des affaires qui prend le dessus, quoi. C'est son intérêt avant l'intérêt général, on va dire. Mais pas que. Tu sens qu'à tout moment, elle peut quand même changer de bord, tu vois. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est exactement comme ça qu'on a envie que Catwoman soit traitée. Faut qu'elle reste imprévisible.
Dans une histoire, elle peut avoir un petit penchant pour son côté criminel et l'histoire d'après, par contre, eh bien, elle va se ranger du côté du bien général, du bien commun, en fait. C'est ça que j'adore avec ce personnage, c'est qu'il reste toujours imprévisible, quoi. Alors avant tout, c'est très politique. C'est très politique parce que c'est l'éternel débat sur, la vente d'armes légales aux États-Unis, la vente d'armes libres et légales, le fait que n'importe quel citoyen américain peut se fournir en armes de guerre, quoi, et c'est un petit peu problématique. Ça pose des questions auxquelles ça répond parfaitement et c'est ça que j'aime beaucoup. Hem, Ça le fait sous la forme d'un dialogue. Un dialogue permanent au sein de ce bouquin, très court, hein, 120 pages, quelque chose comme ça se tient en 1 heure les petits gars. Puisqu'à plusieurs moments, forcément, on va avoir interaction entre Batman et Catwoman. Donc Batman qui a tout intérêt à récupérer le flingue avant tout le monde pour le détruire. Hem, Parce que voilà, il est du côté du bien, voilà, sa moralité, l'exige et Catwoman, quant à elle, eh ben, c'est plutôt le sens des affaires qui prime comme j'expliquais. Donc elle en a un peu cure finalement de ce que lui demande Batman. Et donc à maintes reprises, Batman va tenter de raisonner Selina et donc on va avoir ces questions-réponses, on va avoir ce débat en fait sur justement la vente libre, et légale des armes aux États-Unis qui va s'établir tout au long du bouquin. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est pas manichéen. Alors, il y a quelques traits caricaturaux où très souvent les pros armes à feu sont représentés sous la forme de gros débiles, voilà, avec des gros bras et rien dans la tête en fait. Et les gens qui sont contre la vente, d'armes légales, plutôt représentés comme des personnes parfaitement raisonnées. Donc ça peut paraître très caricatural et très manichéen à première vue, mais en fait, quand on lit vraiment ce qui se passe et quand on écoute vraiment les dialogues, enfin quand on essaie de comprendre parfaitement les dialogues, et ben, on se rend compte que justement, c'est pas du tout manichéen. C'est pas les pro-armes méchants salopards d'un côté et puis, les gentils moralisateurs de l'autre, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne puisque chaque camp a des arguments, en fait, qui sont tout à fait valides. Voilà. Alors moi, personnellement, je suis plus pro-armes, en fait. Je serais plus pour, la légalisation aussi en France du port d'armes pour tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi, même si c'est pas forcément le but de cette vidéo. Moi, j'estime que en France, depuis des années, des décennies, seuls les truands, seuls les criminels sont armés parce qu'ils n'attendent pas qu'on leur donne le droit. Ils se le procurent, ce droit. Et pour moi, c'est une réelle menace dans le sens où nous autres, citoyens honnêtes, nous n'avons pas le droit de nous défendre, en fait. Donc les loups sont dans la bergerie, hein, très clairement, et les agneaux, c'est vous et moi. C'est aussi pour cette raison qu'on a des Bataclans, qu'on a des attentats parce que tu imagines bien que si les mecs, d'Al-Qaïda étaient enfin de Daesh là, étaient rentrés dans le Bataclan, et s'étaient retrouvés contre 300 personnes, avec tous des flingues sur eux, ça aurait pas été le même résultat en fait, tu vois? Voilà. Moi je suis pour qu'on donne le droit aux honnêtes personnes de se défendre. Alors évidemment, faudrait que ce soit contrôlé, faudrait que ce soit encadré. Tu donnes pas un flingue à un mec qui a un passif avec la justice ou un mec qui a des antécédents psychiatriques pas très cathos, quoi. On est d'accord? Faudrait que ce soit parfaitement encadré, parfaitement contrôlé, qu'il y ait une arme par personne autorisée maximum, et avec un numéro de matricule, comme une bagnole en fait. Tu as une carte grise avec, une plaque d'immatriculation et ben voilà, quand tu fais une connerie avec ta voiture, on sait que c'est toi et ben là, faudrait que ce soit exactement pareil en fait. Faudrait que telle arme soit déclarée pour telle personne avec un numéro de matricule et qu'on ne puisse pas en changer. Que ce soit voilà, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, mais moi voilà, moi personnellement, je suis pour la vente d'armes légale en France comme aux États-Unis en fait et à la base, ça vient d'un amendement. Alors tu vois, quand je t'expliquais que c'est pas manichéen parce que les 2 camps ont des arguments qui se tiennent. Concernant, je crois que c'est le deuxième amendement qui autorise ça justement aux États-Unis. Heu, un défenseur des armes explique que c'est un droit pour le citoyen américain de s'armer, puisque le deuxième amendement et c'est comme ça qu'il a été conçu, c'est pour cette raison qu'il a été conçu, à la base, c'était pour, en cas de dictature, en cas de tyrannie, laisser la possibilité au peuple de se défendre, tu vois? Donc ça se vaut comme argument. L'idée, c'est si un jour on vous met un fils de pute qui fait de la merde, et ben, vu que les citoyens seront armés, ça va pas être très facile, de vous imposer sa dictature, en fait, voilà. Donc pour moi, c'est un argument qui se tient parfaitement, quoi. Et de l'autre, ce à quoi répond justement un jeune qui lui plutôt se trouve dans le camp des anti-armes,
lui explique qu'en réalité, ce deuxième amendement est parfaitement raciste, en réalité, quand on creuse bien, puisqu'il s'agirait, d'une personne alors j'ai oublié le nom des mecs, hein. Il s'agirait de quelqu'un qui a fait pression sur le Sénat, enfin ceux qui votent les lois, en très gros pour imposer cet amendement qui donne donc le droit aux gens de s'armer. L'idée, ce serait que les propriétaires d'esclaves puissent s'armer afin de garder la main mise sur leurs esclaves, en fait, voilà. Donc tu vois, ça se tient aussi. Ça se tient aussi parfaitement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Batman et Catwoman Trail of the Gun, c'est que vraiment ça, ça te pousse à la réflexion. Quand tu finis ce bouquin, tu as forcément pris un parti, tu vois? Moi qui ai ma position et ça fait des années que je suis bien campé sur cette position, par moment, il y a quand même des séquences dans le bouquin qui me feraient presque changer d'avis. Mais vraiment, hein. Tu vois, le coup des gamins qui jouent à cache-cache, chez eux et qui trouvent un flingue et forcément ça se passe pas très bien. Là, tu te dis effectivement, ouais, c'est dur. Dur parce que, ben, tu imagines que ça peut être chez toi et qu'effectivement si j'avais un flingue à la baraque, c'est le genre de truc qui pourrait arriver, quoi. Donc ouais, ça fait flipper, mais en contrepartie, tu vois, je me dis aussi qu'un jour quelqu'un peut débarquer chez moi, vouloir s'en prendre à mes gosses et à ma femme et là j'aurais rien pour me défendre, tu vois? Et c'est ça que j'adore avec ce bouquin, c'est justement que ça pose le pour et le contre et c'est ça te pousse à la réflexion. Ça te pousse à la réflexion et c'est ce que j'attends moi d'une lecture, c'est qu'elle me fasse interagir avec elle. C'est pas juste de me raconter une histoire de super-héros qui vont sauver le monde. Donc je dirais pas que j'ai changé d'avis concernant ma position à la fin de cette lecture, mais en tout cas, ouais, ça m'a quand même pas mal chamboulé sur beaucoup de points. Donc moi je vous la conseille, ça coûte 7 ou 8 € les petits gars sur internet. J'aimerais bien qu'Urban publie ça, qu'il nous fasse un petit TPB en deluxe à, je sais pas moi, 14 balles quoi. Ça vaut pas plus parce que alors qualitativement, ça les vaut largement, mais après quantitativement, c'est quand même assez faiblard, hein. Je le répète, j'ai pas compté le nombre de pages, puis vu que ces connards chez Panini sont pas capables de le marquer et ben, pour une fois que je peux dire du mal de Panini sur la chaîne, ça fait bizarre. Non mais c'est vrai que c'est compliqué, tu vois? Ah bah là, voilà, c'est bon, j'ai ma réponse. Si tu regardes dans le menu, il y a allez, on va dire une centaine de pages à tout casser. Il y a une centaine de pages et donc Urban, faites-nous ça à 13-14 balles, pas plus, faites pas les putes, vendez pas ça 17 €, ce sera abusé. Mais je pense que ça mérite d'être lu. Ça mérite d'être vendu et donc voilà, bah, sinon, hein, procurez-vous la version Panini à 8 balles. Allez, ciao les zincs, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.